Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Ding Dong, le podcast consacré au GF38. Pour ce premier épisode de la saison, nous avons adopté un nouveau format. L'émission sera désormais enregistrée pour permettre de mieux coller aux emplois du temps de nos chroniqueurs. Et on essaiera aussi, on vous promet rien, mais de faire un peu plus court que les saisons précédentes où on avait tendance à beaucoup parler et à traîner en longueur. Donc là, un des objectifs, c'est de tenir sur 1 heure, voire un tout petit peu moins. On verra ce que ça donne à la fin de ce premier épisode. Le côté interactif n'est pas mis de côté pour autant. Vous pouvez d'ores et déjà donner vos avis sur les différents sujets abordés dans les commentaires. Merci également par avance pour vos likes et pour vos partages, qui nous donnent toujours beaucoup de force. Avant le prochain épisode, nous vous inviterons également à poser vos éventuelles questions et à réagir sur les thématiques qui seront traitées. Après cette petite introduction, il est temps de vous présenter les deux chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir. Il organise les Space sur X de main de maître. Il s'agit bien sûr de Kevin Bleuze. Salut Kevin, tu vas pouvoir développer un peu plus tes avis ce soir du coup. Comment ça va? Salut Fred, ça va, merci. Ça va, ça va. Ouais, ça va faire du bien de donner un peu plus mon avis aussi. C'est vrai que des fois ça peut être un peu frustrant de rester dans l'ombre. Donc voilà, je vais un peu développer certaines choses ce soir, ça va être top. Hein, Mais tu tout en tiens, restant dans l'heure promise, Fred, on va faire doucement. Tu tiens avec brio le rôle de présentateur, effectivement, mais ça te permet un peu moins de donner ton avis sur les Space. Donc là, ce soir, tu pourras te lâcher et nous dire tout ce que tu as pensé du match. Mais si tu as envie d'un peu déborder sur le début de saison, tu pourras, Kev. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Et Avec avec plaisir. Kevin, on a le journaliste que toute la Gironde nous envie, Karel Vaik. Comment ça va, Karel? Salut Fred, salut Kev. C'est vrai que j'ai eu des moments de gloire auprès des Girondins de Bordeaux. C'est un peu fini maintenant, j'ai mis un peu ça de côté. Mais très content de revenir sur les podcasts GF38 qui m'avaient manqué. J'espère que ça a manqué un peu aux auditeurs également. On va pouvoir parler de toute l'actu GF qui est riche en ce moment quand même. Alors Karel, pour être très transparent, on peut dire à nos auditeurs que si les podcasts sont de retour, c'est en grande partie grâce à toi, puisque tu as fait un gros pressing depuis le début de la saison pour qu'on soit de retour. Hein. Ouais, non, bon, après, ça, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Moi, j'avoue que podcast GF38, étant donné que je fais déjà un podcast Liverpool à côté, j'avais pas forcément la détermination pour en hoster un. Mais ouais, non, je trouvais que c'était un format sympa. Je on peut de nouveau échanger avec Kev qui, effectivement, va pouvoir donner son avis. Et puis voilà, peut-être que ça manquait un peu d'un format comme ça. Et puis, ça me fait plaisir de te voir de retour en présentateur sur ces formats-là aussi. Oui, moi c'est bien, je vais devoir moins parler comme ça me fera du bien aussi de me reposer et de vous écouter. Messieurs, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, en fait, en me donnant votre ressenti après le match nul, pardon, concédé face à Pau vendredi dernier. Alors pour resituer un peu le match, il s'agissait un match de la 10e journée de Ligue 2. Et Pau était co-leader et sur une série de 4 victoires avant ce match-là, donc voilà, plutôt une bonne équipe de ce début de championnat en Ligue 2. Et Grenoble restait lui sur une victoire à Reims après un début de saison un peu plus compliqué. Kev, tout simplement, si tu veux bien commencer toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce GF38 Pau? Ouais. Déjà, on attaque ce deuxième match de la peur de ce mois d'octobre très chargé, hein, parce que mine de rien, on avait quatre matchs très très compliqués sur ce mois-là. Après la belle victoire à Reims, surprise, maintenant il fallait confirmer à la maison contre Pau qui était leader au moment du coup d'envoi. Écoute, moi j'ai vu une bonne première mi-temps, en tout cas beaucoup mieux dans les intentions, un pressing qui était plus haut, un très beau but en début de deuxième mi-temps bien entendu, des redoublements de passes qu'on n'avait pas forcément vu aussi lors des premières journées. Alors ça peut s'expliquer notamment par le retour de Jesse Bene et par la meilleure forme physique de certains joueurs aussi. Mais après, malheureusement, ce qui m'a déçu, c'est après ce but en début de deuxième mi-temps, on n'a plus rien vu. Alors, est-ce que c'était par choix? Est-ce que c'était par la qualité de l'adversité? Je pense que c'est un peu des deux, selon moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir garder cet état d'esprit et ces intentions, parce que là, c'est la bonne voie à suivre. Maintenant, voilà, il ne faut pas oublier qu'on a joué une belle équipe de Pau qui était, comme je l'ai dit, leader au moment du coup d'envoi et qui a des qualités indéniables. Hein. Donc, c'était pour ça aussi que c'était un match de la peur, mais on était à domicile. Il fallait montrer autre chose que ce qu'on montrait depuis plusieurs matchs. Donc voilà, pour moi, cette équipe, c'est un joli mélange entre expérience et prometteur en Pau. Et c'est un peu ce qu'on a eu du mal à faire, nous, lors du mercato. Donc, pour revenir sur le match, j'ai envie de dire que le scénario laisse des regrets au vu de l'égalisation tardive, bien sûr, de Pau qui a égalisé juste à l'entrée du temps additionnel. Mais sur la physionomie du match, en tout cas, c'est amplement mérité pour les Palois qui ont montré bien plus que nous. Nous, on a été meilleurs en première mi-temps et eux, bien meilleurs en deuxième mi-temps. Donc, au final, le match nul est pas du tout volé pour eux et c'est plutôt un bon point pour nous au vu de la physionomie.
Tu parles de regret. Est-ce que malgré tout, tu conserves plutôt en tête le côté fébrile de la dernière demi-heure, ou est-ce que tu es plutôt rassuré par rapport au début de saison? Je retiens les deux. Pour moi, c'est important de retenir les deux. Bien entendu que c'est important de retenir le positif, surtout quand on a broyé du noir depuis le début de saison avec le jeu et tout ce qu'on a pu en dire. Donc c'est important effectivement de noter le positif, les intentions, le pressing qui était plus haut. Voilà, c'est quand même ce qu'on a demandé de l'amélioration dans le jeu, donc il faut le noter. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est dommage en fait de s'arrêter de jouer net comme ça après le premier but. Alors on s'est dit voilà, on est en train de mener contre le leader à la maison. Bien entendu, il faut peut-être serrer un peu le jeu et essayer d'assurer cette victoire d'un but. Mais on le sait que c'est toujours compliqué, surtout contre une équipe qui a des qualités comme ça, qui va pouvoir mettre la pression. Et ils auraient pu égaliser bien avant, hein. Ils ont eu des grosses possibilités bien avant. Mais ça a tenu jusqu'à l'entrée du temps additionnel. Un superbe but hein, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est dommage, mais bon, il faut continuer comme ça, il faut positiver en tout cas. Ça fait quand même 4 points pour l'instant sur ce mois d'octobre. On aurait déjà, je pense, parié sur moins. En tout cas, moi personnellement, j'aurais parié sur moins de points sur ce mois d'octobre. Donc voilà, il faut s'en contenter et positiver et voir la suite avec un super match maintenant qui arrive vendredi chez nos frères du Red Star. Après le match de Reims, dans quel état d'esprit tu étais, Kevin? Est-ce que tu t'es dit, on a eu beaucoup de réussite, ça va pas se renouveler, ou au contraire, tes attentes étaient un peu rassurées, on va dire, par rapport à ce que cette équipe était capable de produire? Bah, je demandais à voir parce que en fait effectivement on a eu énormément de réussite hein, sur ce match, il faut pas se le cacher. Maintenant la réussite ça se provoque, il a fallu la provoquer. Donc je demandais à voir en fait et j'attends de la continuité maintenant. On peut pas faire un one shot comme ça et après s'arrêter de jouer pendant 3 matchs puis refaire un match avec de la réussite. Donc cette équipe elle a besoin de continuité. Le coach a la confiance de Max Marty et du club donc de toute façon cette continuité on va l'avoir sauf bien sûr catastrophe dans les résultats dans les prochaines semaines. Mais voilà, on a besoin de continuité, surtout on a besoin de continuer à s'améliorer et retrouver toutes nos forces vives. Là, on l'a dit, on a déjà retrouvé Jesse Bennett. Vidal s'installe de plus en plus dans cette défense centrale et ça nous fait beaucoup de bien. Maintenant, voilà, on a encore le retour de Moussa Djité. On ne sait pas trop dans quelle forme physique il est. Là, j'ai vu qu'il s'était un petit peu reblessé juste avant le match, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Il y a aussi Baptiste Moisan que moi j'attends beaucoup cette saison et qui peut nous faire beaucoup de bien, je pense, qui a du mal à enchaîner depuis le début de saison pour différentes raisons. Donc voilà, on n'est pas encore effectif complet, donc il y a encore du potentiel dans cette équipe inexploité. Maintenant, il va falloir en tout cas continuer et surtout, moi, là où j'attends un gros axe de progression, c'est défensivement. Cette équipe a besoin de retrouver en fait des bases défensives beaucoup plus solides que ça. Alors après, c'est sûr, hein, on a connu des Maubleus, des Monfray, des Diarra, on avait des défenses beaucoup plus expérimentées qu'aujourd'hui, hein, où c'est quand même très jeune. L'arrivée de Vidal, c'est pour ça qu'elle fait énormément de bien à cette défense. Mais j'attends vraiment une grosse amélioration de ce point de vue-là parce que je pense que si on arrive à tenir le score depuis le début de saison, il y a quand même, je crois que 2 matchs où on n'a pas su marquer. Sinon, on marque à tous les matchs au moins un but. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, il faut vraiment réussir à fermer le jeu derrière et réussir à faire plus de clean sheets parce qu'on n'a fait que 2 clean sheets depuis le début de saison. Alors pour l'anecdote, les 2 matchs où Grenoble n'a pas marqué, c'est les 2 matchs où ils ont joué 11 contre 10 en plus, C'est assez vrai. paradoxalement. Et tu parlais de l'axe défensif, on peut noter, j'imagine que tu l'as noté, que Mamadou Diop a encore fait un très bon match, même s'il a pris un but Oui. effectivement derrière, hein. Ah, il est incroyable, mais ça, on va en parler dans une prochaine thématique. Enfin, moi, j'ai prévu d'en parler dans une prochaine thématique. Mais Mamadou Diop, il est très bon. Il confirme semaine après semaine qu'il fait partie aujourd'hui des meilleurs gardiens de Ligue 2. Et c'est une vraie réussite du club. C'est l'après-mot bleu, en fait. C'est vraiment top. Et voilà. Donc, la première saison, il a démarré un petit peu, j'ai envie de dire, il a fait des petites erreurs bêtes, mais c'est normal, hein, c'était ses premiers matchs en professionnel, il fallait se mettre dans le grand bain, c'était compliqué de prendre la suite de Maubleu, hein, c'est jamais facile, c'était quand même un emblème du club. Mais je trouve que voilà, il dégage une sérénité et puis voilà, il est tellement grand, il en impose dans les cages, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est très appréciable en tout cas d'avoir un gardien comme ça et c'est pour ça il ne manque pas grand-chose en fait pour réussir à retrouver une stabilité défensive, un peu plus je pense d'automatisme encore avec Vidal qui vient d'arriver et peut-être un peu plus de soutien des milieux de terrain que je trouve pas assez bon dans le repli sur certaines phases et puis voilà, ça va le faire. Tu faisais plutôt partie des gens qui souhaitaient le départ du coach. Est-ce que Franck Oui. Rizzetto a regagné un peu de crédit à tes yeux sur les 2 derniers matchs?
Alors, de crédit, je dirais pas ça. Maintenant, je suis pas dans l'optique à aller contre le club, à dire il faut le dégager, il faut le dégager. Si le club pense que la meilleure solution, c'est de le conserver et d'essayer d'être dans la continuité et de pas tout chambouler encore une fois, hein, en fait. Et ben, écoutez, moi, ça me va. Maintenant, il faut pas que les résultats soient catastrophiques. Il faut qu'il y ait une amélioration et qu'on voit quelque chose. Donc, c'est pour ça que depuis Reims, je vois une amélioration. Alors, Reims, on l'a dit, il y a eu énormément de réussite. Là, on a vu 55 minutes, j'ai envie de dire 50-55 minutes de bonne facture face à l'une des très bonnes équipes de ce championnat. Donc bah, maintenant, il faut comme j'ai dit, il faut de la continuité, il faut voir autre chose, voir plus, voir aussi des joueurs s'améliorer, parce que ça c'est important, c'est aussi le rôle d'un coach de faire améliorer ses joueurs. Donc voilà, moi j'attends encore certaines choses, je suis pas là à dire Rizzetto démission à tous les matchs, je suis là à dire j'attends de voir maintenant, et le coach a la confiance du club, ben, maintenant il va falloir qu'il ait la confiance des supporters, en tout cas qu'il la regagne parce il l'a perdu. Donc je ne demande à voir, tout simplement. Karel, au-delà du résultat, est-ce que tu as pris du plaisir déjà devant cette affiche de Ligue 2 vendredi dernier? Je dirais que oui quand même. Euh, Déjà parce que les deux équipes l'ont permis. On va pas se mentir, Pau est pas venu pour verrouiller, afficher ses ambitions très très tôt dans la partie. Donc forcément, ça permet une rencontre plus ouverte, sachant que le GF38 était à domicile et avec l'envie d'enchaîner après Reims, qui je pense lui a redonné un peu de confiance. Donc on a eu 22 acteurs et puis un peu plus avec les remplacements derrière euh, qui avaient cette volonté de faire le jeu. Le GF38 c'est peut-être un peu trop accroché à son but d'avance par la suite et a eu peur de continuer à aller de l'avant. Mais j'ai pris du plaisir, j'ai vu des choses que j'avais pas forcément vues depuis le début de la saison. Et puis on était quand même dans la continuité d'un match assez, assez enthousiasmant à Reims. Alors forcément, il y a eu de la réussite, il y a eu des très beaux buts. Mais on était voilà, juste après cette rencontre chez un prétendant à la montée directe où on avait réussi à mettre 4 buts. Donc voilà, le tout combiné, je pense que j'ai pris du plaisir et je suis ressorti avec un sentiment bien plus positif du stade que sur la plupart des rencontres que j'avais pu voir depuis le début de la saison. Ouais. Sur le sentiment global, est-ce qu'un peu comme Kevin, il y a de la déception ou est-ce que malgré tout, tu préfères retenir le positif en te disant qu'il y a des améliorations ces dernières semaines et que c'est plutôt prometteur pour la suite, hein? Alors, la frustration, elle est inhérente à ce genre de scénario, dans le sens où égalisation à la 91e, en plus sur un très beau but, une très belle frappe, forcément, c'est une vraie clim et forcément qu'il y a forcément qu'il y a de la déception parce que tu avais l'occasion de mettre beaucoup de potentiels concurrents au maintien derrière toi en plus. On en parlait un peu, Fred, en sortant du stade, mais je trouve que dans cette Ligue 2 qui est très homogène, il y a beaucoup d'équipes qui finissent avec le même nombre de points. C'est très important d'en avoir beaucoup que tu mets derrière toi, même si on est encore au début de la saison. Donc sur le plan comptable et sur le plan du scénario, évidemment que c'est décevant. Après, moi, je garde vraiment le positif dans le sens où j'ai l'impression que Franck Rizzetto commence à trouver un 11. On est au mois d'octobre, ça peut paraître tard, mais mieux vaut tard que jamais, sachant qu'il y a des équipes qui n'ont toujours pas trouvé leur 11 type. Je ne sais pas si Franck Rizzetto a trouvé un 11 type, mais je pense qu'il a trouvé des associations qui sont prometteuses avec des joueurs qui vont s'installer dans son 11 type. Là, typiquement, moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'aurais envie d'enlever de cette composition qui a démarré le match contre Pau. Et il commence à y avoir des vraies références à toutes les lignes. Alors, il y avait le retour de Jesse Bonnet qui a fait du bien, Théo Valls qui est toujours là, qui est indéboulonnable, Paquiez aussi. Mais voilà, Vidal qui commence à s'installer vraiment comme un patron de cette défense. Le duo Diaby-Elfège, très très efficace. Et puis on a vu... Karel, je me permets de te couper parce que ça sera notre deuxième point en fait et que j'aurai deux questions à te poser juste avant et comme ça on pourra enchaîner directement sur le côté bonne formule trouvée par Franck Rizzetto. La première, est-ce que comme Kevin, l'aspect fébrilité défensive te dérange avec une équipe, on l'a dit, qui a semblé reculer, qui a semblé peut-être avoir un peu plus peur après l'heure de jeu et un Mamadou Diop pardon qui continue à faire beaucoup d'arrêts, qui est d'ailleurs je crois le gardien de Ligue 2 qui fait le plus d'arrêts depuis le début de la saison. Donc généralement c'est pas très bon signe sur l'aspect défensif. Est-ce que toi tu as ressenti aussi cette fébrilité-là malgré le mieux dans le jeu face à Pau? Je pense que là encore il y a de la fébrilité parce qu'en face il y a de la qualité. Mais oui, tu concèdes beaucoup de tirs, tu concèdes beaucoup d'occasions. On voit quand même que devant, typiquement en début de match, Versini a fait beaucoup de mal sur ses prises de balles, sur sa capacité à
à déséquilibrer un bloc, à se défaire de son vis-à-vis. Donc il y a quand même, oui, des petits soucis défensifs et de toute manière, on le voit parce que Mamadou Diop, depuis le début de la saison, il a énormément d'arrêts à faire. Comme l'a bien dit Kev, je pense que c'est aussi une question d'automatisme, de trouver la bonne formule parce que pendant un bon moment, on a joué avec Mouyokolo. Sur le tout début de la saison, Mambo était pas aussi, je trouve, fort et rassurant que maintenant. On a dû faire pendant un petit moment, si je fais pas erreur, sans Paquiez aussi. Trouver la bonne formule avec les latéraux. Donc tout ça, c'est une question pour moi de trouver ton 11 type, tout simplement. Et ça va venir avec le temps. Je trouve qu'on est sur la bonne voie et j'ose espérer que lorsque ce sera le cas, Grenoble aura moins besoin de s'appuyer sur un Diop très très performant pour valider des clean sheets. Et une question pour tous les deux, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport des entrants? Franck Rizzetto était pas spécialement satisfait. Il a aussi reconnu d'ailleurs qu'il aurait dû faire son coaching un peu plus tôt sur certains postes. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux? Moi, Vas-y, Kev, personnellement, je te on laisse y aller. souffrait tellement au moment des entrants c'était très très compliqué. Hein. À partir du moment où tu rentres dans une équipe qui est acculée sur son but et qui ne fait que reculer et souffrir, bah, c'est très compliqué d'insuffler autre chose. Donc, j'ai pas envie de leur en vouloir, en tout cas. Maintenant, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait pu amener ce petit truc et remettre l'équipe à l'endroit, mais c'est très compliqué quand le scénario est comme ça pour moi. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en fait, ils sont rentrés dans la mauvaise phase du GF sur ce match, donc c'était pas forcément facile à appréhender. Maintenant, je sais pas si on peut dire qu'on perd en qualité sur ces changements, mais peut-être que tu perds en garantie. Euh, Morin apporte beaucoup moins de garantie que Diaby, qui est très très performant depuis depuis quelques matchs, pardon. Il a quand même failli nous Diba, mettre un super but encore, Morin, avec son retourné. c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire en termes de Ah oui, régularité depuis complètement, quelques t'as matchs, entièrement raison. Diaby est quand même bien au-dessus. Et c'est normal. De toute manière, il y a aussi une adaptation pour Morin. Diba est forcément moins performant qualitatif en termes de profil que Benet. Et puis c'est pas le même profil non plus. Donc voilà, je tirerai pas directement sur les remplaçants dans le sens où Kev l'a bien dit. Ils n'arrivent pas dans un schéma, dans une configuration de match qui est facile à appréhender, je pense. Karel, bah, tu peux enchaîner sur le deuxième point que tu as commencé un peu à l'aborder. Est-ce que Franck Rizzetto aujourd'hui a trouvé la bonne formule selon toi? J'ai effectivement vu que j'étais en train de bien déborder sur la thématique. Désolé Fred, je ruine ton travail de présentateur. Mais je ne sais pas s'il a trouvé la bonne formule définitivement, mais je pense qu'il a trouvé la bonne formule euh, au vu des joueurs qu'il a à sa disposition et au vu de l'état de forme de ses joueurs. Kev en a parlé un peu tout à l'heure en préambule. JT n'est pas disponible, il est blessé. Début de saison, il était un peu hors de forme. Et donc, Franck Rizzetto a trouvé ce duo Diaby-Elfège après avoir beaucoup tâtonné. On a vu parfois Moisan attaquant, on a vu Bangré attaquant aussi. Maintenant, on a ce duo Diaby-Elfège avec Bangré qui est juste derrière, qui était juste derrière en 10 contre Pau, ce qui est aussi, je trouve, plutôt révélateur des ambitions de Franck Rizzetto sur ce match. Il aurait très bien pu décider de jouer avec Mbok Benet en pointe plus basse et de mettre Valls en numéro 10 comme il l'a fait par moment. Mais là, voilà, je vois des associations qui marchent. Je vois un Mathieu Mion qui est capable de remplacer au pied levé Matteo Xantip. C'était une des curiosités de ce mercato parce qu'on l'a pas encore vu énormément, un peu plus que Ngata malheureusement. Mais voilà, savoir si ces pistons allaient pouvoir se mettre au niveau de Delos et Xantip qui sont quand même toujours très performants depuis quelques temps. Et puis j'en parlais un peu aussi tout à l'heure, mais Vidal qui s'impose progressivement comme peut-être l'un des ou le patron de cette charnière. Non, moi je trouve qu'il est sur la bonne voie en tout cas pour trouver la bonne formule. Maintenant, il faudra voir ce que Moisan est en capacité d'apporter lorsqu'il reviendra de blessure. Et ça a été assez timide sur le début de saison, mais qu'est-ce qu'il est capable d'apporter dans un collectif qui tourne mieux potentiellement. Et puis Moussa Djité, ce que lui peut amener aussi à cette attaque lorsqu'il sera au milieu de sa condition physique. Donc il y a encore des choses à tester, mais je suis plus rassuré qu'il y a quelques temps où vraiment on tâtonnait, on perdait des points et puis on voyait pas grand-chose. On arrive à quelque chose de plus abouti progressivement, je trouve. Kev, bah, ton avis aussi sur ce côté bonne formule trouvée et peut-être aussi un mot plus précis sur les associations et notamment l'association Diaby Elfège devant. On sent qu'ils se trouvent de mieux en mieux les deux. C'est ton avis Ouais. aussi?
Ouais, puis il y a une très très bonne complémentarité. Elfèche, c'est la vraie bonne surprise de ce début de saison. Il arrive à caler les ballons tout en étant assez juste techniquement, ce qui est assez surprenant vu son gabarit. Et Diaby, bah, qui je l'attendais pas dans ce rôle de numéro 9 et qui lui aussi a une belle palette technique. On l'a encore vu sur son but à Reims qui est magnifique, sur sa finition qui est clinique contre Pau. Donc non, non, l'association des deux est assez intéressante et je pense qu'effectivement là on a trouvé nos deux titulaires. Après, il faudra voir effectivement où en est Moussa Djité. Je pense qu'à terme, il peut être amené à prendre la place ou en tout cas tourner avec Elfège comme point de fixation. Après, est-ce que Franck Rizzetto a trouvé la bonne formule? Je sais pas. Étant donné qu'il n'a pas vraiment modifié son système depuis son arrivée, la seule chose qu'il va modifier en fonction des matchs, c'est est-ce qu'au milieu il va mettre une pointe basse qui peut être Mbok ou les Diba, ou alors une pointe haute qui peut être Moisan ou Bangré par exemple. Néanmoins, voilà, là il est indéniable, comme on l'a dit, qu'on peut apercevoir des progrès qui sont encore trop maigres selon moi, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Maintenant, on a un niveau de XG créé, j'ai pas la stat en tête, hein, mais honnêtement, je pense qu'il est quand même très très faible parce qu'il y a très très peu de tirs depuis le début de saison. On arrive quand même à avoir une efficacité qui est correcte cette saison, contrairement aux autres saisons où on se crée peut-être plus d'occasions, mais il nous en fallait 3, 4, 5 pour marquer. Là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se crée peu d'occasions, mais qu'on est quand même plus efficace. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ma déception, ça réside plus dans le fait d'avoir fait que 2 pauvres clean sheets depuis le début de saison. Pour une équipe qui avait bâti sa réputation comme celle d'une équipe qui était dure à bouger, c'est vrai que je trouve ça triste en fait, et j'ai l'impression de plus reconnaître l'identité de cette équipe. Voilà, maintenant de toute façon l'effectif il est construit pour rester dans le système, donc ça il est normal de ne pas le modifier, il faut persévérer là-dedans. Il y a des choses quand même très intéressantes, l'apport des pistons, et en plus de ça on a des remplaçants, des backups pistons qui sont également très intéressants. Je ne l'ai pas dit mais j'ai bien aimé le match de Mathieu Mion à gauche en remplaçant de Matteo Xantip, donc ça c'est des vraies bonnes nouvelles. En tout cas dans ce système là c'est important d'avoir des bons pistons, donc ça c'est sûr que c'est très bien. Diaby Elfèche, j'en ai parlé. Le milieu Valls Béné, qui est toujours très précieux, même si Béné, je dois l'avouer, depuis le début de saison, pour moi, il doit faire encore beaucoup mieux. Je le trouve encore trop timoré. Il a des petits éclairs quelques fois dans le match, mais pas assez de constance pour moi, en tout cas dans son match. Et je l'ai dit également, et Vidal qui apporte beaucoup de bien depuis qu'il est là derrière et qui va devenir très très rapidement le patron de cette défense et peut-être même de cette équipe. Il peut avoir pour moi le brassard de capitaine dès l'année prochaine quand Paquiez va partir. Pour moi, c'est quasiment une certitude. Non, voilà. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que cet effectif, il a des qualités. Il est mal construit selon moi, mais il doit se situer entre 8 et 12 si on continue dans des progrès comme ça qui sont constants. Voilà, on devrait se situer entre 8 et 12 en actant un maintien assez solide et en faisant, on l'espère, un petit parcours sympa en Coupe de France, ça serait le bonus. Mais après, je pense qu'on ne peut rien attendre en tout cas de plus de cette équipe et de cet effectif. Deux questions pour toi, Kevin. Karel, bien évidemment, tu peux intervenir hein, si tu le souhaites et que si tu as un avis sur les sujets. La première, tu parlais d'identité. Est-ce que tu serais contre que le GF38 change d'identité pour avoir une équipe un peu plus ouverte, un peu plus déséquilibrée, un peu plus offensive? Pour Alors caricaturer, est-ce que tu absolument pas, serais mais contre qu'il y ait des 4-2 plutôt que des 1-0, par exemple? Alors absolument pas, au contraire, je serais complètement en phase avec ça. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. C'est-à-dire que quand tu veux être offensif, il faut avoir un minimum le ballon et tirer un minimum dans le match. Là, c'est pas ce qui se passe depuis le début de saison, où depuis le début de saison, on n'est plus juste proche des 35-40% de possession et des 3 tirs par match que des 60% de possession et des 15 tirs par match. Donc pour moi, il y a les paroles et les actes. C'est bien de dire qu'on veut jouer plus offensif et montrer d'autres choses, mais dans ces cas-là, il faut aussi le montrer sur le terrain et c'est pas vraiment ce qu'on montre depuis le début de saison. Karel, tu es d'accord avec ce point de Kev? Moi, sur le changement d'identité, évidemment que je serais content de voir le GF38 beaucoup plus offensif à terme. Après, c'est vrai qu'on sait que les bonnes saisons du GF38 sont aussi passées par une certaine solidité défensive qu'on n'a pas jusqu'ici. Faut voir ce que Franck Rizzetto est capable de faire avec ce groupe-là, avec cette équipe-là, s'il arrive à le modeler à son image, que le GF38 perd un peu de son identité historique, mais que c'est pour aller vers quelque chose de plus plaisant et efficace comptablement et sur toute une saison, je serais pas nécessairement contre, pour être honnête.
Et deuxième question pour vous, messieurs, qui dit 11 type, on va appeler ça comme ça, dit aussi frustration avec des joueurs qui vont moins jouer, voire qui vont plus du tout jouer. Est-ce que pour vous, ça peut devenir une problématique de ce GF38 là, de devoir gérer pardon, justement des frustrations? Vas-y, Karel, si tu veux commencer. Merci, Kev. Euh, non, moi je pense qu'il y a un moment où il faut réussir à définir une certaine hiérarchie, pas une hiérarchie qui est inamovible, une hiérarchie qui peut être mouvante, avec des joueurs qui vont se battre pour leur place, mais on peut pas passer toute la saison à tâtonner, à changer les joueurs après chaque match parce qu'on n'est pas sûr du rendement de tel joueur, de tel duo, de tel trio si on parle de cette défense à 3. Je pense que c'est bien d'être fixé sur un 11, d'avoir des garanties, d'avoir des titulaires affirmés et d'avoir des joueurs qui vont peser en sortie de banc ou qui vont réussir peu à peu à se frayer un chemin dans le 11 titulaire parce qu'ils seront impressionnants en sortie de banc. Mais j'aimerais bien avoir un Franck Rizzetto et une équipe du GF38 plus globalement qui se dirige vers un chemin un peu plus clair. Et je trouve que c'est la direction qu'on prend, comme on l'a dit un peu avant. Donc non, pas nécessairement contre. Ça fait partie du football de haut niveau de gérer des égos, de gérer des joueurs qui sont mécontents parce qu'on ne peut tout simplement pas contenter tout le monde lorsqu'on est entraîneur. C'est un avis que tu partages, Kevin? Alors, pour moi, c'est important de doubler les postes dans un effectif professionnel, bien évidemment. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, l'effectif, il est mal construit. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on a une abondance de biens, comme notamment le poste de défenseur central ou le poste d'attaquant, où on va avoir, il n'est pas doublé, mais triplé, voire quadruplé sur certains postes. Et pour moi, on va manquer de densité au milieu de terrain. Alors heureusement, on a l'arrivée d'Mbok en toute fin de mercato qui rattrape un petit peu ça. Mais honnêtement, si demain Valls et Béné sont absents de moi, j'ai un peu peur pour l'état de notre milieu de terrain. Donc j'aurais préféré avoir peut-être ne pas voir arriver Vance Morin par exemple en attaque et avoir un Oubéchik et avoir un milieu de terrain, vrai milieu de terrain qui peut nous apporter beaucoup de choses dans la technique, surtout après le départ d'Eddie Sylvestre où on va manquer là-dessus. C'est pour ça que j'attends moi énormément de Moisan et que c'est un peu dommage qu'il ait du mal à enchaîner depuis le début de saison. J'attends énormément de lui. Mais voilà, pour moi, on a une abondance de biens vraiment sur certains postes et ça peut être problématique parce que ça peut créer des frustrations effectivement. On en parlera sans doute tout à l'heure, mais on a énormément de défenseurs centrales, notamment Sarikaya et même Chapchet qui est à la cave et qui le sait qu'il ne jouera pas parce que par rapport à son contrat. Mais si on rajoute Chapchet, on a énormément de défenseurs centraux. Les attaquants, c'est pareil. Je crois que la dernière fois, on avait listé 6 ou 7 attaquants pour 2 postes. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à certains endroits et c'est en ça que je dis que l'effectif pour moi a été mal construit. Vous avez pas parlé de Mouyo Kolo, j'avais surtout lui en tête moi parce qu'il avait fait plutôt une bonne première partie de saison. Et là du coup avec l'arrivée de Vidal, bah forcément il recule dans la hiérarchie. Et tu disais on peut rentrer en jeu, sauf qu'un défenseur central il rentre rarement en cours de match en fait, donc il a Oui, complètement mais disparu de il y la aura beaucoup de circulation. matchs et ils sont trois et il peut y avoir vraiment une rotation naturelle. Paquiez n'est pas tout jeune. Voilà, il y aura sans doute des cartons. Je pense il va faire quand même son nombre de matchs. Alors, il était peut-être lui annoncé titulaire effectivement dans la saison, mais rien n'empêche pour moi qu'il remplace Paquiez ou Mambo sur des matchs dans la saison, entre les matchs de coupe, les suspensions, etc. Pour moi, il va quand même avoir son nombre de matchs sur la saison, je pense. Semaine à 3 matchs qui arrivent, on fait tourner bien évidemment. Alors je sais pas dans quel sens, si vous avez des préférences, mais l'objectif là sur la semaine qui arrive, c'est justement de profiter de cette abondance de biens parce qu'on n'aura pas toujours l'occasion de le faire. Oui, je pense que c'est là qu'il faut se servir de cette profondeur d'effectif, euh, tout en essayant de garder quand même une certaine, encore une fois, constance dans les hommes que tu alignes, dans le visage que tu vas avoir sur la rencontre, même si là, ça va être un déplacement vraiment pas facile à boire, parce que le Red Star est très performant depuis le début de la saison. Je sais pas, est-ce qu'il va falloir aussi favoriser 2 matchs, en jeter un? Non, pas en jeter un, mais il y a forcément des rencontres que tu vas prioriser un peu. Il faut réussir à trouver cet équilibre-là. Maintenant, tu as assez de joueurs pour faire tourner, faire souffler, reposer un peu les organismes tout en restant compétitif. Ça va être ça aussi un des défis de Franck Rizzetto s'il construit peu à peu son type, réussir à faire tourner sans perdre en qualité au fur et à mesure de la saison.
Kev? Pour moi, honnêtement, là, si on fait tourner sur ces 3 matchs-là, c'est uniquement pour donner du temps de jeu un petit peu justement à tout le monde et que tout le monde reste concerné, ce qui est très important, mais qu'on vienne pas me parler de fatigue. On est en début de saison, les mecs ils viennent de faire leur prépa. Enfin, si au bout de même pas 2 mois de championnat, on me parle de fatigue et qu'ils sont pas capables d'enchaîner 3 matchs en une semaine alors qu'ils sont professionnels, voilà, là, moi j'ai beaucoup de mal en fait avec ça. Maintenant, il faut effectivement faire tourner par contre pour concerner tout le monde et je trouve ça très intéressant de réussir à garder un effectif en tout cas et une cohérence dans le jeu tout en faisant tourner. On a énormément, enfin moi personnellement, hein, je vais parler en mon nom, j'avais énormément craché sur Vincent Ognon, sur son jeu et ce qu'il a pu faire au GF, mais par contre force est de constater que quand il faisait tourner, c'était toujours très juste et on avait quand même encore une cohérence dans le jeu, on arrivait à faire des résultats même quand il tournait. Donc ça, il va falloir réussir à le reproduire maintenant. Et effectivement, on l'a dit, à certains postes, on peut tout à fait faire tourner sans avoir de grosses pertes, je pense, de niveau. Maintenant, il faut voir les automatismes. Mais tu vois, typiquement, un profil comme Jesse Bonnet qui vient de revenir de blessure, même si effectivement on est en début de saison, est-ce que là, dans l'immédiat, il est en capacité de commencer les 3 matchs? Est-ce que tu prends ce risque-là, tu vois? Les retours de blessure, c'est toujours délicat. Les retours de blessure, de toute façon, il y a le staff médical qui doit se concerter avec le staff technique et ils doivent bien sûr évaluer la situation du joueur. Mais moi, je parle d'un joueur qui est en pleine possession de ses capacités en début de saison comme ça. Enfin, c'est pas normal de pas réussir à enchaîner 3 matchs en une semaine. Je trouve quand même qu'il y a certains profils qui sont connus pour être un peu fragiles, et c'est à ce niveau-là, moi, que je ferai attention. Parce que ce serait bête de perdre encore une fois un de tes cadres, typiquement comme Jesse Bonnet, parce que tu as essayé de pousser un peu la limite, de le pousser un peu dans le rouge, là où tu savais que lui avait besoin de souffler à un moment, quoi. Ah mais si tu me parles spécifiquement de Jesse Benet, pour moi c'est clairement l'un que je fais tourner, soit sur ce match, soit sur celui de vendredi prochain, de mardi je crois qu'on rejoue, mais je le fais tourner, et si Moisan est disponible, je fais jouer Moisan effectivement. Donc Paquies, pareil, au vu de son âge, après les joueurs comme ça qui sont dans la trentaine, eux peut-être qui n'ont pas la possibilité physique d'enchaîner les 3 matchs. Et c'est pour ça qu'après tu as des jeunes derrière qui peuvent pousser. Et notamment, je sais pas si Ngata revient de blessure et revient bien, mais ça serait bien aussi de lui donner un peu de temps de jeu. Il y a des joueurs comme ça qui vont taper à la porte. Mais un footballeur professionnel qui est dans la force de l'âge et qui pour moi en début de saison n'a pas la capacité d'enchaîner 3 matchs en une semaine, pour moi ça reste problématique. Et je parle bien en pleine capacité de ses moyens. On aurait pu rappeler effectivement le programme du GF38 qui va se déplacer au Red Star vendredi, qui va recevoir Guingamp mardi et c'est le samedi suivant qui se déplacera à nouveau cette fois-ci à Amiens. Et pour Ngata, Kev, il a joué je crois 2 ou 3 matchs avec la réserve là. Il a enchaîné un peu avec la réserve en ayant du temps de jeu, en retrouvant un peu du rythme. Donc pourquoi pas effectivement l'apercevoir au moins dans le groupe au cours des prochaines de la prochaine semaine et des prochaines journées. Après, il n'a pas fait du Petit bien à la réserve quand on voit les résultats de la réserve. Non, puis quand on lit la réaction de Marama Vaïura après la claque reçue à Valence, il sous-entend quand même très fortement que les joueurs estampillés Ligue 2 n'ont pas eu le niveau de la Ligue 2. Donc, je sais pas s'il visait spécialement un joueur ou plusieurs joueurs, mais en tout cas, c'est pas rassurant effectivement sur la nature des prestations des mecs qui sont redescendus sur le match à Valence. Et ça, Dernière pour moi, petite c'est question. problématique. Tu vois, je crois que Mion avait Ouais. fait un match en réserve aussi. Et lui, par contre, il avait dit dans une interview que ça lui avait fait beaucoup de bien de redescendre. Et effectivement, il a fait un super match après là contre Pau. Donc voilà, pour moi, il faut avoir cet état d'esprit, cette mentalité. Et c'est dommage, en tout cas, si surtout des jeunes joueurs ne l'ont pas. Bah, c'est une question de rythme en fait, tout simplement, hein. Si tu joues pas depuis plusieurs semaines, et effectivement, Mion, mis à part des bouts de match, il jouait pas beaucoup. Je crois qu'il avait juste été titulaire une fois sur le match au Mans, justement sur la première semaine à 3 matchs. Donc après, ils ont besoin de jouer, hein, surtout à cet âge-là, surtout qu'il découvre la Ligue 2 aussi derrière. Donc c'était important, je pense, pour lui, même si c'est que du régional 1 et qu'on s'en plaint souvent de l'écart un peu de division entre l'équipe 1 et l'équipe réserve, ça fait quand même du bien, je pense, aux jambes de retrouver un peu de rythme. Messieurs, j'avais une dernière question j'avais même 2 dernières questions parce que tu parlais de Moisan pour remplacer Benet. Vous considérez tous les deux que Mamadi Bangré est davantage un attaquant? Parce que pour moi, c'est typiquement le joueur qui peut remplacer Benet ou Valls si besoin, ou jouer une pointe, ou jouer un peu plus haut, en pointe un peu plus haute, effectivement. Mais je considère pas Mamadi Bangré comme un attaquant. Je pense qu'en début de saison, il a rendu service parce qu'on avait beaucoup d'absents dans ce secteur de jeu, mais que maintenant que c'est très fourni, il jouera clairement un peu plus bas tout au long de la saison. Moi, je pense que c'est purement un joueur qui doit venir se caler comme il l'a fait contre Pau, entre les lignes, derrière les deux attaquants, avec un peu de liberté.
Mais je le vois pas comme un joueur que tu peux mettre à la place de Diaby, qui a quand même montré qu'il avait des vraies qualités de finisseur au final à mettre en valeur. Ou un joueur comme Elfèche qui peut te caler les ballons. De toute façon, Kev l'a dit tout à l'heure, le tandem il est plutôt complémentaire. Moi, Bangré, je l'attends plus dans un rôle de numéro 10, qui va venir peut-être chercher les ballons un peu plus bas parfois et ouais, qui va faire la différence entre les lignes dans le petit jeu, dans les petits périmètres. Je trouve que son positionnement contre-pot, typiquement, c'est ce qui lui convient le mieux dans le système qu'on a aujourd'hui. Kev? Ah, moi, écoute, je le voyais plus comme un joueur de couloir quand il est arrivé, Ah bah quelqu'un oui, qui mais ça, on en va a plus. pouvoir Donc, percuter, apporter du dribble. Maintenant, on est dans un système où les couloirs sont intégralement, quasiment occupés par les pistons. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus trop de place à ce niveau-là. Maintenant, le voir comme un 9 ou comme un 10, il a mis un super but, hein, lors du premier match avec un très beau jump de la tête, c'était contre 3. Il a pris un carton rouge derrière qui est bête. Maintenant, il a les qualités techniques, en tout cas pour jouer un peu plus bas. Pour redescendre jusqu'au en 8, comme Jess peut le faire, je pense pas. Je pense qu'il n'a pas les qualités défensives en tout cas pour le faire. Maintenant, pour jouer en 10 derrière l'attaquant comme il le fait depuis plusieurs matchs, oui, il n'y a aucun problème. Si on joue avec une pointe haute au milieu, pour moi, il y a aucun souci. Alors on en a discuté un tout petit peu quand il était passé en conf de presse. Lui déjà préfère jouer dans le cœur du jeu, même si effectivement il a souvent joué sur un côté, que ce soit à QRM ou au début à Grenoble. Et cet été, il a aussi été aligné en 6 justement, et plutôt avec réussite pendant la préparation. Alors effectivement, il n'a pas les mêmes qualités physiques qu'un Lediba ou qu'un Mbok par exemple, mais je pense que c'est une option qui peut servir au cas où. Maintenant, tu disais que le milieu de terrain, enfin tu t'avais quand même rajouté qu'Mbok était arrivé. Je pense qu'on a quand même pas mal de profils au milieu de terrain qui permettent justement soit de faire tourner, soit de pallier aux blessures, à moins d'avoir 3 ou 4 blessés bien évidemment, mais je pense pas qu'on revoit Gaëtan Paquez en numéro 6 par exemple cette saison. Là, a priori, on a quand même de quoi faire pour la suite. Et j'avais justement une dernière question sur cette thématique-là. Est-ce que pour vous, mis à part le cas du joueur qu'on va aborder en dernière partie, messieurs, donc vous en parlez pas, est-ce qu'il y a un joueur que vous ou plusieurs joueurs que vous prêteriez en janvier justement pour qu'il aille gagner un peu de temps de jeu ailleurs, parce qu'à Grenoble, ça semble un peu bouché à son poste. je réfléchis. Je réfléchis, attends. Ngata, hein, peut-être, si effectivement, avec le non-départ de Shaquille Delos et Nestazawi qui est utilisé à ce poste-là, par intermittence. Maintenant, est-ce que Nestazawi va se fixer sur ce poste ou est-ce qu'il va remonter en neuf comme on l'a vu? Mais bon, il y a déjà une abondance de biens en neuf. Donc Nestazawi, à un moment donné, il va falloir lui trouver un poste. Mais Ngata, c'est sûr que s'il a 0 match, au bout d'un moment, ça va devenir problématique quand même. Karel, t'as Je trouvé sais. quelqu'un? Je suis en train de Je peux réfléchir parce t'aider. que je prends mon B, rôle de directeur sportif Béchi, très au sérieux. Ah Béchic, oui, 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 non? c'est vrai que ça serait pas mal. Ouais, mais tu Mais vois, c'est vrai après, que ça c'est serait. tous ces joueurs-là, on est quand même allé les chercher cet été, quoi. C'est quand même problématique d'aller chercher des joueurs cet été pour 6 mois après, même pas leur dire, tiens, tu pars en prêt parce qu'en fait, tu fais pas partie du projet. Enfin, j'ai pas du tout la cohérence là du mercato, hein. Alors moi je pense que sur le cas Béchic très particulièrement, on l'a pris pour le prêter entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait quelques groupes avec Strasbourg, hein, malgré tout, mais ça reste un joueur de National 3, qui peut soit aider la réserve, mais je pense que ce serait pas lui rendre service de le faire reculer d'un niveau, soit effectivement s'aguerrir un tout petit peu. Et pour moi c'est typiquement le genre de mec qu'on doit prêter à un moment donné pour qu'il aille jouer en National, voire dans un bon club de N2, parce qu'il va avoir besoin de jouer, de marquer des buts et à un niveau supérieur à la R1, quoi. Et tu l'as dit toi-même, qui a vu le nombre de joueurs qu'on a devant aujourd'hui, et Moussa Djité est blessé, hein. Je crois que Béchic, je sais même pas s'il était remplaçant le dernier match ou s'il était en tribune. Je Non, crois non, qu'il il était en était hors groupe. tribune. Il était dans le groupe, mais peut-être en Non, non, tribune et pas ouais, sûr. il était hors groupe Il après. était hors groupe, pardon. Voilà, donc c'est-à-dire que même sans Il Moussa était dans le Djité, premier groupe annoncé, et après il n'était pas sur la feuille de match, de effectivement. 45 joueurs, voilà, mais ça va être C'est compliqué ça. pour lui, même un Alan Kerouedan aujourd'hui. Alors moi je suis très fan d'Alan Kerouedan et je pense que c'est un joueur qui à l'avenir mettra ses 10-15 buts en Ligue 2, il n'y a pas de souci. Il va falloir qu'il joue aussi à un moment donné, et avec l'émergence de Elfège, avec Diaby qui marche sur l'eau actuellement, moi actuellement même Moussa Djité je le fais pas forcément jouer même s'il revient de blessure en fait Et Non, est-ce sur que mais la Kerouadan dynamique peut actuelle jouer des comme profils. Bangré un peu plus bas en numéro 10? Non, lui, je pense qu'il peut plus jouer soit sur un côté, soit en deuxième attaquant, mais c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui de jouer un cran plus bas. Après aussi à lui de nous surprendre s'il a l'occasion, hein, mais je pense qu'on a Moisan, qu'on a Bangré effectivement à ce niveau-là, Valls, Bonnet qui peuvent jouer aussi un cran plus haut si besoin. Je pense qu'on a vraiment, Max Marty avait dit au Foot Time Show, on a trop de titulaires. Moi, je suis complètement d'accord avec cette vision-là. Je trouve
on a une hiérarchie qui commence à se dessiner, mais les mecs qui jouent pas, c'est des mecs qui pourraient jouer presque. Alors s'ils jouent pas, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'ils sont moins bons, c'est qu'ils sont moins en confiance. Mais je trouve qu'on a beaucoup de monde et qu'à un moment donné, les frustrations, ça peut aussi pourrir la vie d'un groupe. Et que ça va faire partie des choses que je vais attendre moi du staff et de Franck Rizzetto aussi, de voir comment il va gérer des mecs qui jouent moins bien. Je le redis, Mouyo Kolo aujourd'hui, il risque de moins jouer. J'espère qu'on va faire un parcours en couple justement pour offrir un peu de temps de jeu. Alors que pour moi, sur le début de la saison, il a montré qu'il avait l'étoffe d'un titulaire en Ligue 2. Et faut pas oublier que ça reste un jeune joueur. Je crois qu'il a 23-24 ans et il a besoin de jouer en fait, tout simplement, comme le cas qu'on évoquera en dernière partie. Donc on spoil pas tout de suite. Messieurs, avant de Ça, je passer. l'entends, mais tu sais, quand on dit on a beaucoup de titulaires, c'est aussi parce que les titulaires, c'est pas forcément des titulaires en puissance. Aujourd'hui, dans le 11 du GF38, on a combien de locks? On a combien de joueurs qu'on se dit, lui, il faut le mettre sur la feuille de match à tous les matchs? Combien t'en as aujourd'hui sur les 11? Ah bah on peut faire le point. Déjà à gauche, pour moi, Xantip et Mion ont la capacité de jouer tous les deux. Voilà, Après, donc on peut déjà, t'as faire. pas un lock, t'en as pas un qui se dégage plus que l'autre. Non, mais c'est des mecs qui peuvent jouer dans tous les cas et ça serait frustrant. Je pense que Xantip serait frustré de ne pas jouer le prochain match. Il avait quand même fait un gros match à Reims, il a marqué, etc. Et Mion va être frustré parce qu'il a fait un bon match contre Pau. Pour moi, c'est ça qui est compliqué à gérer. Quand t'as des deux mauvais à la limite, c'est un peu plus facile pour l'entraîneur de dire bah t'as pas été bon, mais quelqu'un d'autre. Là, pour le coup, va falloir gérer. Muyokolo, Vidal, pareil, Vidal, il bouge plus du 11, on est d'accord. Paquez, capitaine, j'entends les critiques sur le plan sportif. Moi, je les partage pas. Je trouve qu'il apporte beaucoup. On a vu qu'il était capable aussi de se projeter, de mettre parfois des reprises improbables, etc. Ça bouge pas. Stone Mambo, pour moi, ça bouge pas en fait. Après son début de saison très compliqué, c'est limite devenu ton meilleur défenseur. C'est même pas limite. Pour moi, c'est ton meilleur défenseur aujourd'hui. À droite, je pense qu'on n'a pas de lock parce que je pense que Dolos peut faire beaucoup mieux. Voilà, tu disais Benet, moi c'est un peu mon constat pour Dolos. Benet Valls au milieu de terrain, c'est difficile de les bouger s'ils sont à 100%. Parce qu'ils ont l'expérience, parce que c'est des bons joueurs de foot déjà de base, mais je pense qu'ils font un peu de vécu. T'as le troisième poste qui est un peu plus libre, mais pareil, t'as beaucoup de profils. Et devant aujourd'hui, pour moi, Diaby est difficilement remplaçable. Voilà, Ouais, vu mais sa il y réussite a deux actuelle, vu matchs, son c'était efficacité. pas, il y a 2 matchs, c'était pas un lock, hein, parce il y a même un match, je crois, où il était remplaçant, qu'il est même pas rentré, tu vois. Je suis d'accord, Donc c'est pour ça que je dis il a mis longtemps à trouver actuellement, sa formule. vu l'état de forme actuel, parce qu'on sait aussi comment fonctionnent les attaquants pas en confiance, il va tirer 17 fois, il va faire 3 poteaux, il va jamais marquer. L'attaquant en confiance, peu importe la situation, il va cadrer, il va marquer. Rappelez-vous, pour parler un peu des Grenoblois, Edwin Manan, il a fait une saison où tout rentrait en fait. Je sais pas combien il finit, c'est 24 buts je crois. Par contre, il en a fait qu'une. Après, derrière, il y a eu des blessures, etc. Mais on sait aussi que les mecs, il faut, quand ils sont un peu, toi Kev qui aime bien le basket, quand t'es un peu on fire, tu sais que tous les ballons doivent arriver et tu bouges pas de l'équipe en fait, parce qu'à chaque fois que tu Absolument. tires, ça va rentrer en fait. Voilà, tu vois, il y a un peu ce côté-là pour les attaquants, je trouve. Et aujourd'hui, Diaby, pour moi, c'est compliqué de le sortir, même en rentrant de sélection. On a vu encore une fois qu'il était chirurgical quand il a eu une occasion. Il fait une super passe en première mi-temps aussi pour Elfèche, tu vois, qui peut faire mouche derrière. Typiquement, lui, pour moi, sur la forme du moment, il est lock. Je suis d'accord Non, que ça va tu peux dépendre pas le de sa sortir. forme du moment. Tu peux pas le sortir, Diaby en ce Non, moment. je suis en phase, en ce moment, tu peux pas le sortir. La vérité, dans 2 semaines, sera peut-être tout autre, effectivement, et ça sera un autre mec qui sera en confiance. Peut-être que JT va arriver, va mettre un triplé le premier match et va mettre tout le monde d'accord. C'est tout ce que je souhaite aux Grenoblois, mais je pense malgré tout qu'on a un effectif un peu trop, aujourd'hui un peu trop fourni et qu'il faudra un peu délester en janvier, selon la situation sportive, bien évidemment. C'est sûr que si tu te bats pour le maintien, tu vas éviter de prêter des joueurs, mais ça peut faire partie des problématiques pour la suite. Messieurs, avant de passer au gros oui grognon qu'on va remettre au goût du jour cette année après l'avoir lancé l'an passé, c'est le petit moment publicité parce qu'il faut que je paye vos gros salaires, notamment celui de Karel qui a des grosses demandes à ce niveau-là. Oui, j'ai des gros Euh, émoluments. voilà, donc c'est le moment de saluer notre partenaire sur beaucoup de contenu GF38 cette année, que ce soit la Minute 38, que ce soit les vidéos des confs de presse et tout le reste, Guy Hockey, qui nous soutient énormément depuis plusieurs années. Je salue Jérôme, je sais qu'il va nous écouter. Donc si vous souhaitez acheter, vendre, louer ou tout simplement faire gérer vos biens, n'hésitez pas à vous rendre dans les agences de Saint-Imier ou d'Échirolles pour rencontrer des professionnels de proximité et compétents. Alors sans transition aucune, même messieurs, je vous propose de passer au gros oui grognon. Karel, tu vas nous réexpliquer le principe d'ailleurs de cette rubrique comme tu as bien suivi l'an passé. Attends, parce que là, là, tu me prends de court, là. Je l'ai plus, en fait. C'était juste le temps de tousser et de couper mon micro en fait pour Mais pas c'est vous horrible ce que déranger. tu me fais.
Donc Ah, je peux ça serait reprendre la fun. voix si besoin. Le principe, il est tout bête, hein, messieurs, c'est de prendre un point positif que vous avez aimé, donc le gros oui, et un point négatif que vous n'avez pas aimé, le gros non. Et ce point-là, ça peut être sportif ou non sportif, ça peut être de la Ligue 2 comme autre chose, mais ça doit concerner le GF38. Moi, si vous voulez, je peux vous donner mon gros oui, gros non sans développer derrière. Mon gros oui, c'est Mathieu Mion. Kev en a un peu parlé, j'ai beaucoup aimé son match. C'est un joueur que j'aime beaucoup de toute façon. J'aimais beaucoup à Rouen et je pense qu'il va vraiment s'installer à terme dans cette équipe et vraiment connecter aussi avec les supporters. Je pense que c'est un peu le cas. J'ai vu beaucoup de retours positifs sur sa conf d'après-match notamment. Et mon grognon, c'est la com du GF38 autour de ce match qui démarre avec l'annonce ultra tardive, beaucoup trop tardive de la soirée des abonnés, qui se poursuit avec une couturière sur l'affiche du match alors que c'est Octobre Rose et qui s'est poursuivi, même si ce point-là, moi, c'est plus anecdotique sur l'annonce de la victoire dans les tweets, etc. Et que des faits en fait qui pour moi pointent les deux grosses Et le score nul est problématiques. vierge. Ouais, et le score nul et vierge derrière, c'est les deux grosses problématiques pour moi. La première, c'est la compétence. À un moment donné, il faut un mec qui soit capable de dire non, la couturière, c'est pas une bonne idée, non, flouter une photo, c'est une mauvaise idée, non, la soirée des abonnés, on l'annonce 10 jours avant et pas la veille. Il y a un problème de quantité aussi, parce que si demain, le mec qui fait le live, c'est pas le mec qui doit descendre en bord de pelouse pour amener les mecs en interview à pin, etc., bah, il n'y a pas les erreurs d'annonce trop précoce du résultat ou de score nul et vierge. Donc voilà, vous avez compris le principe. Gros oui, quelque chose que vous avez aimé. Gros non, quelque chose que vous n'avez pas aimé. Kev, tu as la parole pour nous donner tout ça. Oh, Ouais. heureusement. T'as dit Kev, hein, pas Karel, hein. Ah, il a dit Kev, il a dit Kev. Kevin. Ok. Alors moi, mon gros oui, ça va être, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est Mamadou Diop. Parce que pour moi, l'après-mot bleu, en fait, c'était un tournant pour le club. Et il faut dire que le virage est très réussi. C'était très très compliqué de passer derrière un emblème du club comme ça. Et j'espère que derrière, il va revenir au club et redonner un peu d'identité au club. Mais pour revenir sur Mamadou Diop, il a été lancé dans le grand bain avec un an d'avance, hein, parce que le départ de Brice n'était pas forcément prévu à ce moment-là. Mais voilà, ce qu'il réalise, en tout cas dans ce contexte qui est particulièrement délicat, hein, c'est vraiment prometteur. Alors oui, bien sûr, c'est pas un produit fini, hein, comme on l'entend, il lui reste des choses à travailler, mais le potentiel est sans conteste là. Et voilà, c'est désormais clair que, à mon avis, il vit sa dernière saison au GF38, lui qui a déjà eu des touches cet été. Mais ce qu'il réalise depuis le début de saison, Fred, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est le gardien qui réalise le plus d'arrêts en Ligue 2 cette saison. L'année dernière, je crois qu'il était pas loin aussi. Donc pour ces deux premières saisons en professionnel, je trouve ça énorme avec, oui, quelques bévues. L'année dernière notamment, cette année, je ne sais pas s'il en a encore fait une ou une petite. Mais voilà, il gagne en plus en constance. Il a une envergure dans le but qui est incroyable. Il est très bon sur sa ligne. Il est rassurant dans ses prises de balles. Non, pour moi, c'est vraiment le gros oui, en tout cas, l'après-mot bleu et surtout l'émergence de Mamadou Diop. Est-ce que j'enchaîne avec le grognon ou je laisse le gros oui à Karel? Ton gros oui d'ailleurs, on peut dire sur le début de saison globalement, hein, pas que sur le match, le dernier match contre Ah Pau, oui, mais Kev. c'est complètement sur le début de saison, hein. Oui, oui. Ouais, C'est, c'est... on peut passer pardon au gros oui de Karel qui n'a donc pas préparé l'émission puisque j'avais donné le programme largement avant Karel. Mais bon, ça va, t'es pardonné. Trouve-nous des bons oui et Ouais. des Ouais, bons non, non, mais grognons par contre. j'ai pas préparé mon gros oui et mon grognon, voilà, hein. De toute façon, je me fais afficher, donc autant que ça soit jusqu'au bout. Non, moi, mon gros oui, ça va être Clément Vidal, parce que, encore une fois, je pense que au-delà de Gaëtan Paquez, qui de base reste quand même un latéral droit, sur ce système à trois défenseurs centraux, tu avais besoin de trouver vraiment ton patron, et je pense que le GF38 l'a trouvé. Donc voilà, il fallait un peu de temps. Il est arrivé tardivement parce que le GF38 fait tout le temps ses mercatos tardivement. Sinon, tu aurais pu avoir un joueur opérationnel et prêt pour le système de Franck Rizzetto et adapté directement. Et peut-être que tu aurais économisé quelques points, mais ça, on le saura jamais. Mais là, voilà, on sent qu'il est prêt, on sent qu'il est arrivé et prêt à s'imposer dans ce GF38-là. Et je pense que ça va être l'homme fort du secteur défensif du GF38 cette saison. Après, il faudra voir combien de temps il reste. Mais je l'avais tweeté pendant la rencontre. J'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu un Adrien Monfray, même si c'est encore tôt pour le dire, parce qu'Adrien Monfray a fait beaucoup de très très bonnes saisons. Et là, on n'en est qu'à quelques matchs. Mais je pense qu'il a le potentiel pour être cet homme-là. Ouais.
J'aimerais rajouter un point sur Vidal parce que tu parles à juste titre de ses qualités défensives et de son leadership. Moi, il y a un point que j'aime beaucoup, c'est sa qualité de relance aussi. Je trouve qu'il a un gelon notamment qui est vraiment très bon. Tu fais des comparaisons, donc je vais en faire une aussi. Un peu à la Van Den Abel, voilà. Et je pense que pour une équipe qui sous pression a montré en début de saison qu'elle pouvait vite dégoupiller, ça peut être très 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 utile, notamment sur des transitions, des choses comme ça. Mais moi, c'est vraiment un point de son jeu que j'aime beaucoup, quoi. Il y a une espèce d'élégance déjà dans ses relances et puis en plus c'est précis donc c'est vraiment un point qui me plaît chez lui. Karel, tu peux enchaîner avec ton grognon si tu veux. Moi, mon grognon, ça va être les changements de Franck Rizzetto sur ce match. Euh, Parce que je trouve qu'en fait, tu dépeuples un peu ton milieu de terrain de ses garants techniques. Dans le sens où tu fais sortir Bangré et puis tu fais sortir aussi en toute fin de match Jesse Bonnet. Alors, c'est des changements qui sont nécessaires, mais ils sont remplacés par Yanga Mbok et Samba Lediba dans une configuration de match où tu aurais peut-être eu besoin de conserver, allez, on va dire, une option de plus qui te permet de ressortir proprement. Là, tu t'es vraiment mis dans une position et dans un schéma où ben, tu te faisais acculer. Voilà, tu prenais les vagues de Pau avec un peu moins de solutions pour ressortir avec plus de sécurité et te permettre de conserver le ballon dans les phases chaudes. Et il y en a eu beaucoup pour Pau sur cette fin de match. Donc voilà, pour mon grognon, sachant que sinon j'aurais aussi parlé de la com, mais Fred me l'a volé, donc voilà. Tu peux donner ton avis sur la com, hein, bien évidemment, et on peut avoir les mêmes Non, mais les mêmes je grognons, suis c'est pas globalement problématique, d'accord. hein. Je suis globalement d'accord. J'ai cité ce grognon-là. Mais après, euh, autre chose que j'ai beaucoup aimé, et je le précise quand même, même si on n'est pas censé avoir deux gros oui, mais c'était la conf de Mathieu Mion. Voilà. Je t'en avais parlé, Fred, en sortant. J'ai beaucoup aimé la conf de Mathieu Mion. Ça a mis de très bonne humeur. Je l'ai trouvé très intéressant. Donc voilà. Je suis très curieux d'avoir l'avis de Kev qui bien évidemment écoute toutes les confs de presse qu'on peut partager. Kevin, hein, tu Oui. nous confirmes. Comment Oui. tu l'as trouvé, Mathieu Mion, que tu connais peut-être un tout petit peu moins bien? Est-ce que tu as senti un peu le côté connexion que j'évoquais moi tout à l'heure? Complètement, on sent que c'est quelqu'un en fait qui vient du milieu, alors amateur, hein, ça reste le national, mais qui vient quand même du milieu amateur et qui a cette connexion avec le public, qui se prend pas la tête, qui voilà, qui pète pas plus haut que son cul. Moi j'aime beaucoup ce profil de joueur, un battant, un guerrier qui est là et qui fait pas de vagues, tu vois. Et comme je le disais, il est redescendu en réserve, il a pas fait de vagues, il a joué son match, après il revient, il performe en Ligue 2. Donc voilà, moi c'est vraiment un joueur et une mentalité en tout cas que j'apprécie. Tu peux enchaîner avec ton grognon, Kev, si tu veux. Ouais. Bah moi mon grognon ça fait un peu plus d'un an et demi je dirais que je l'ai et que je suis grognon d'ailleurs donc le titre va très bien, c'est sur l'identité du club. On en a déjà parlé mais pour moi c'est vraiment le plus gros point noir cette perte d'identité. Je pense que c'est l'une des causes du désintérêt de fidèles historiques du club. Il y en a beaucoup qui n'arrivent plus aujourd'hui à s'identifier à cette équipe, à ces joueurs, à cette direction. Il y a une perte de valeur, de culture club. Voilà, je pense très honnêtement que si on fait un sondage aujourd'hui sur les supporters du GF, ils restent et ils vont au stade que par amour du club et de leur ville en fait, et plus parce que ça procure et ce que le club dégage comme sensation. Un supporter, je suis d'accord, c'est un amoureux de foot et c'est quelqu'un qui est encore plus amoureux de sa ville, mais c'est surtout quelqu'un qui doit ressentir des sensations, il a besoin de ça. Et aujourd'hui, ressentir la sensation GF38, c'est très très compliqué. Donc moi j'ai la fâcheuse habitude de dire que dans les clubs appartiennent en fait à leurs supporters, hein, parce que c'est les seuls qui restent quand on le sait, les joueurs et les dirigeants passent. J'espère en tout cas que cette passe sera pas trop longue et que l'amour sera suffisamment fort pour rester parce que perdre une partie des plus fidèles, ça serait dramatique pour le club. On n'est déjà pas très très nombreux fidèles à ce club, mais il y a un noyau qui est là depuis la CFA2, depuis de longues années. Et on a du mal aujourd'hui à le faire grossir ce noyau, mais ça serait dramatique de le faire rétrécir, en tout cas par une perte d'identité et que je trouve qui est de plus en plus dramatique au niveau du club, quoi, qui est méconnaissable. On l'a dit, hein, il y a plus du tout de Grenoblois de souche dans le club, mais ça, à la limite, on n'y peut rien, c'est parce que depuis, on n'a plus formé. Mais on l'a dit, la perte d'identité aussi en termes de jeu. Enfin, il y a plein de choses qui font que j'ai du mal aujourd'hui à me reconnecter à ça et que je reste bien sûr amoureux de mon club, mais que j'ai du mal aujourd'hui à le reconnaître.
Alors, je veux pas t'enfoncer un peu plus le moral, Kevin, mais tu dis que ça pourrait être catastrophique. Moi, j'ai presque envie de parler au présent. L'affluence contre Pau, c'est 3700 et quelques, 3749 je crois de mémoire. Là où c'est dramatique, c'est que c'est la deuxième meilleure affluence de la saison pour l'instant. J'allais dire, c'est quand même mieux que le match d'avant. Mais je crois que là, les 400 abos pris par la métro sont décomptés. Donc si t'en enlèves 400, bah t'arrives à peu près à ce que t'étais les deux matchs d'avant, c'est-à-dire 3002, 3003. Mais 3700 spectateurs, c'était parmi les pires l'année dernière, et c'était même la pire il y a 2 ans en fait. C'est-à-dire que ce que tu évoques, le désamour progressif des fidèles, c'est un constat en fait. C'est même plus une crainte à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu regardes les moyennes d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, celles de l'année dernière et celles de cette année, ça descend, et ça descend de plus en plus vite en fait. Je partage tout ce que tu as dit bien évidemment, mais je pense que là on est déjà sur, c'est jamais trop tard, on peut se racheter, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire, et que plus le temps passe, plus il va y avoir de monde à raccrocher, parce que là on est même plus sur les chiffres qu'on pouvait faire en CFA en fait. Les bonnes saisons de CFA et les bons matchs, on faisait plus que 3500, 4000. C'était des vrais gens qui venaient au stade entre guillemets. C'était pas des invités, c'était pas des partenaires, c'était pas des abos offerts par les pouvoirs, les collectivités locales, pardon. Donc moi c'est plus du constat, Kev. Voilà, j'espère que je vais pas t'empêcher de dormir cette nuit, mais Ouais, le mais tu m'empêches pas de dormir parce que de toute façon, je le constate depuis de nombreux mois et même depuis quelques saisons, hein. On voit le désintérêt qui se fait. Mais pourquoi? Parce que bah, vous l'avez dit, mais c'est un tout. Il n'y a pas de com, il n'y a pas de com, il n'y a rien qui nous attire, il n'y a rien qui nous. Voilà, il y a pas ce petit truc, il n'y a pas ce petit jeu, il n'y a pas de vidéo, on n'est pas inclus à l'intérieur du club. On est. Enfin, honnêtement, hein, on enlève Métro Sport, on n'a aucune info aujourd'hui sur le club. Enfin, c'est dramatique. Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui pour les supporters au GF38. Rien. vraie question, messieurs, vous connaissez des gens qui sont allés à la soirée des supporters? Parce que moi personnellement, dans mon petit cercle, j'ai vu absolument aucune photo, aucune vidéo. J'ai l'impression que Non. c'est passé. Je crois même que le club n'a pas fait de photos. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu d'album photo sur la soirée des. Non, Peut-être que rien. je me Pas de trompe et que je l'ai communication, raté, rien. mais et j'ai l'impression que c'est passé, enfin que ça intéressait pas grand monde déjà, et que c'est passé complètement à l'as de mon point de vue à moi. Bon, en plus, de toute façon, tu communiques la veille pour le lendemain déjà. Euh, Ah, donc, c'est euh, chaotique. donc voilà, moi je connais Puis que tu en, Brigitte en qui y allait. ayant déjà tu communiques la veille pour le lendemain en ayant déjà reporté la première le jour Ah, même. mais c'est. Enfin, c'est En fait, le truc, moi, ce qui me déprime, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est que tu régresses en fait. La régression est constante depuis quelques années. Ça fait, c'est quoi? C'est la 9e saison en Ligue 2 là, consécutive. Et Je dirais huitième ou 7 ou neuvième, 8, ouais, je je sais dirais, plus. mais donc, et malgré tout, bah là, tu es sur une pente descendante. Voilà. Donc, moi, je trouve ça déprimant parce que, je te le disais, Fred, il y a pas longtemps, il y a un moment où les seuls reproches qui étaient faits globalement au compte du GF38 sur Twitter, c'était de pas tout le temps répondre aux questions des abonnés. Enfin, aux questions des supporters, aux questions des abonnés au compte Twitter, etc. Mais aujourd'hui, si c'était ça le seul problème du GF38, mais je pense qu'on serait tous très contents. Aujourd'hui, c'est un infime détail. Parce que la régression, elle est évidente et à plein d'étages. On avait déjà parlé pendant le space, mais effectivement, la perte d'identité, elle est remarquable, elle est dommageable et ça va de mal en pis, malheureusement. messieurs, dernière thématique, si vous voulez bien. Alors déjà, on s'excuse parce qu'on n'aura pas tenu les moins d'1 heure, je pense qu'on en est déjà à 58 minutes. Donc voilà, Hmm. premier échec dès le premier épisode, ça fait mal. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Nous aussi, on a besoin d'un On le peu de sait temps qu'on pour est trouver les bavard. automatismes et pour trouver la bonne formule. On est un peu les Franck Rizzetto du podcast, en fait. Alors pour moi, c'est un compliment, ça, par contre, hein, mais peut-être que pour d'autres, un peu moins. Dernière thématique, moi mon idée sur ces podcasts-là, c'est sur une dernière thématique d'ouvrir un peu, voilà, pas parler que du dernier match ou que du sportif. Et là pour le coup, j'avais envie de parler de d'Efesa Ricaya et de son avenir au GF38, peut-être plus globalement de son traitement au GF38, voilà, savoir un peu ce que vous en pensez. Pour recontextualiser un tout petit peu, Efesa Ricaya, en fait, la presse turque, il y a quelques jours a annoncé, je sais pas comment on peut dire ça, mais un espèce de mal-être en fait du joueur qui regrettait de ne pas avoir de temps de jeu et j'imagine qu'il regrettait surtout de ne pas avoir de perspective de temps de jeu.
et le fait qu'il souhaitait quitter le club et que des clubs de Super League turque, donc c'est la première division en Turquie, étaient intéressés pour le rapatrier. Donc bah voilà, je voulais un peu savoir ce que vous pensiez de son cas. Est-ce que ça a été une bonne idée de le recruter? Est-ce qu'il faut le conserver? Est-ce qu'il faut le prêter? Est-ce qu'il faut le vendre? Dites-moi tout sur le sujet effet. On peut commencer par Kevin si tu veux bien. Ouais. Bah, écoute, est fait. Donc pour moi, il va sans doute quitter le GF38 après 2 ans tout pile au club s'il part cet hiver. Est-ce que c'est un gâchis ou est-ce que c'est un manque de niveau du principal intéressé? Le plus frustrant en fait là-dedans, c'est qu'on le saura jamais. En tout cas pas sous nos couleurs, parce que oui, il y a eu des blessures, oui, il y a eu des convocations en équipe de jeunes turcs, mais quand même en fait, un joueur et encore plus un jeune, il a besoin de confiance, il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Et surtout, il a besoin d'enchaîner un minimum. Si on fait un comparatif, Chapchet non plus, il n'était pas venu pour jouer, mais il a bénéficié de très nombreuses absences sur un début de saison pour se montrer, et il a fini par gagner sa place. Sarikaya, il a jamais eu cette opportunité-là en fait. Il a fait très peu de groupes, encore moins d'entrées, et de mémoire peut-être 1 ou 2 pauvres titularisations. Alors marqué, il est vrai, par un CSC regrettable il y a quelques semaines, mais je comprendrai jamais en fait pourquoi sur une fin de saison sans enjeu comme la fin de saison dernière, ou sur une fin de match déjà pliée, on fait pas rentrer un espoir du club sur lequel tu as investi quand même, parce que tu as mis de l'argent, et ne serait-ce que pour essayer d'en tirer un meilleur billet si tu penses que tu vas t'en débarrasser, mais faut au moins le mettre en valeur, ou essayer de tenter quelque chose. Enfin, encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre la stratégie. Alors on va me dire oui, il y a les entraînements, le coach il le voit tous les jours, donc il voit ce qu'il donne et c'est pour ça qu'il le fait pas jouer. Mais c'est les matchs en fait qui comptent. Un joueur il a besoin de compétition pour rester focus, pour garder de l'appétit. Là on parle de mal-être forcément. Ça fait 2 ans qu'il est là et il joue pas un match. Un joueur il a besoin d'être en match et pas que de faire des entraînements. Puis Franck Rizzetto il peut nous dire effectivement qu'il le voit aux entraînements, mais moi je peux lui dire le contraire. Je peux lui dire qu'il voit les Ladyba tous les jours aux entraînements et qu'il fait des bons entraînements soi-disant, mais que par contre sur tous les matchs depuis le début de saison, où quasiment il nous a coûté des points et il a été catastrophique. Donc cet argument il tient pas non plus en fait. Pour moi le plus important c'est, et ça restera toujours le terrain en fait. Et là pour le coup on n'aura jamais eu la chance de juger réellement effet sous nos couleurs parce que il a jamais eu l'opportunité et on n'a jamais pu le voir avec un minimum de continuité. Donc voilà, moi c'est avec regret que je lui souhaite une bonne suite de carrière. Et effectivement, je pense que ça se fera loin du GF38. Et j'ai jamais compris la cohérence du staff, du coaching et de la direction à son sujet. Pour toi, c'est forcément en départ. Ça peut pas être un prêt en janvier, pourquoi pas en Turquie d'ailleurs, Non, pour pas. que l'adaptation soit rapide, pour qu'il retrouve aussi un peu des Ho- habitudes assez rapidement de son côté, sachant qu'il est sous contrat Honnêtement, jusqu'en 2027, pour rappel. ouais, honnêtement, Fred, un joueur qui est en mal-être comme ça, qui a beaucoup de mal à ne serait-ce jouer qu'un match ou deux, il va être prêté, il va s'éclater dans son nouveau club. Tu crois que quand il va revenir dans 6 mois, il va dire bah non, je retourne au GF où j'ai pas eu ma chance et où on me traite mal, alors que là, ça fait 6 mois que je m'éclate dans mon nouveau club. Bah non, après, il va forcément demander son départ. Et le club va, si effectivement il va dans un nouveau club qui joue et qu'il est performant, ils vont profiter de ça pour dire je le vends avec un meilleur billet parce que chez nous, j'aurais pas pu le vendre mieux parce qu'il se mettait pas en valeur. Donc moi je vois pas d'issue favorable en fait à ça. Mais pour moi c'est un regret. Peut-être qu'il est pas au niveau, peut-être, mais on le sait pas. Mais sur une fin de saison comme la saison dernière, putain fais-le jouer, 4, 5 matchs, on s'en fout. Mais mets-lui un minimum de continuité et vois ce que ça donne en fait. Tu parles de le faire jouer sur quelques matchs. Est-ce qu'on aurait pu imaginer? Bien évidemment, c'est très dépendant de son niveau au quotidien et de ce que le staff peut penser de lui. Mais tu citais le cas Mamadou Diop tout à l'heure. Mamadou Diop, finalement, on lui a fait la place après Bismo Bleu. C'est qu'on n'a pas dit on va prendre un autre gardien derrière plus expérimenté. On a pris Bobiala, mais voilà, on n'était pas sur un titulaire indiscutable avec Bobiala. On a fait la place. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il manque finalement à Efe Sarikaye ou à Dodjon de faire la place? C'est-à-dire que C'est le cet poste le plus été, bouché, le défenseur central. on savait que Chapchet allait partir cet été sur l'axial gauche. Le club, au lieu de recruter un joueur qui aurait pu être en concurrence avec Efe Sarikaya, a recruté le titulaire de Rodez, Stone Mambo, qui a raté son début de saison d'ailleurs, mais qui depuis est très bon. Très logiquement, sportivement, aujourd'hui, tu ne sors plus Stone Mambo de l'équipe. Ça répond à une forme de logique sportive. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre un profil différent de Stone Mambo, peut-être un autre jeune, etc. Ou est-ce que c'était trop risqué justement de laisser la place comme on a pu le faire avec Diop? Moi, je pars du principe que si on le fait pour un gardien, qui est le poste le plus risqué en foot, on peut le faire pour un défenseur central aussi. Je pense que, enfin, ils l'ont étudié quand même le joueur. Il y a un scout qui l'a étudié pendant longtemps. On a quand même fait des pieds et des mains pour le faire venir. Il est international jeune turc. Enfin, je pense que il a pas un niveau catastrophique pour la Ligue 2. Je pense qu'en lui donnant un peu de confiance. Alors oui, il parle pas français. Oui, il y a des problèmes de communication, etc. Certes.
mais lance-le, comme je l'ai dit, sur des fins de saison, sur des fins de match, mais il faut qu'il ait un minimum de continuité et de confiance. Tu peux pas ne pas le faire jouer pendant 2 ans et espérer qu'après le mec soit focus à l'entraînement et que, ben non, et qu'il exprime pas son mal-être. C'est pas possible. Allô? J'entends plus personne. Oui, Karel, Oui? quel est Moi ton point de... j'entendais plus rien, hein. Je sais Ah pas si d'accord. tu parlais mute ou pas, Fred. Ah peut-être que je me suis On pas te fera un mute. petit cut, ça te fera un petit cut. Des mutes. Non, bon, on mettra même pas de cut. On va faire naturel et 100%, 100% naturel et comme on s'est exprimé. Bah la question c'était qu'est-ce que tu penses toi du cas Sarikaya, tout simplement. Non, bah logique qu'il y a un mal-être. Aujourd'hui, l'argument que Kev a donné, c'est un argument que j'allais reprendre aussi. Euh, la saison passée, je crois qu'il finit quand même en jouant une partie des matchs qui restent et qui sont sans enjeu. Je regardais un peu, mais ouais, les 3 dernières journées, il est titulaire et il les joue entièrement ces matchs-là. Maintenant, il a besoin qu'on lui montre de la confiance. Et, euh, et le seul argument qui pourrait aller en sa faveur aujourd'hui, c'est que c'est le deuxième, on va dire, dans la hiérarchie, défenseur central gaucher de cet effectif derrière Stone Mambo. Je pense qu'on peut arrêter de compter Alan Chapchet dedans, ou en tout cas le mettre troisième. Mais aujourd'hui, Stone Mambo, il est quasiment imbougeable de ce 11. Donc, il est aussi dans un club qui va devoir se battre sûrement longtemps encore pour son maintien. Donc peut-être que Rizzetto n'a pas envie de prendre ce risque-là au niveau de sa base défensive s'il commence à trouver la formule comme on le disait avant. Donc je Karel, vois. désolé de te couper, mais quand tu dis imbougeable, pourquoi tous pourraient avoir de la rotation? On parle de Béné, on parle des pistons, etc. Pourquoi est-ce que Mambo pourrait pas souffler et faire un peu de temps de jeu à Sarikaye de temps en temps? Ah, moi je suis d'accord. Moi je pense qu'il pourrait très bien le faire souffler et lui donner du temps de jeu. Mais bah, tout laisse à penser que c'est pas du tout la tendance, puisque ça fait maintenant, quand je regarde, il a été titulaire contre Clermont et bah, il a marqué contre son camp. Il est rentré 1 minute contre Saint-Etienne, il est rentré 18 minutes contre Dunkerque et depuis plus rien. Donc entre-temps, tu avais quand même des opportunités pour essayer de le faire jouer, ça n'a pas été le cas. Peut-être que Franck Rizzetto ne lui fait pas du tout confiance, peut-être que bah, c'est plus dans l'autre sens où il considère lui que Stone Mambo est l'un des patrons de sa défense et que du coup il tient pas forcément à le faire tourner. Euh, mais force est de constater aujourd'hui que FSC Arikaya n'a pas une grande place dans la rotation du GF38. Ça serait peut-être moins problématique, encore une fois, euh, si tu avais une équipe en N3 ou en N2 dans laquelle l'envoyer au niveau de ta réserve. Mais le gap Ligue 2 Régional 1, même si tu as des joueurs qui ont réussi à faire leur preuve dans cette équipe réserve-là, comme Nestazawi plus récemment, comme Mathis Touraine aussi, voilà, c'est possible. Mais je peux comprendre que lui n'ait pas envie d'évoluer constamment avec la réserve en R1 et qu'il pense plutôt à un retour là où il pourrait jouer, à un niveau qui correspond plus à ses ambitions. C'est vraiment dommage parce que quand il arrive, on nous le dépeint comme un jeune joueur avec énormément de potentiel et je doute pas qu'il en est. Euh, mais on ne lui donne pas la plateforme. Euh, et il y a eu des timings un peu malheureux aussi sur des blessures et des départs en sélection, si on est totalement honnête. Euh, mais l'enchaînement d'événements fait qu'aujourd'hui, personne n'est surpris par le fait qu'Efesé Rikaya veuille partir. Et si on parle vraiment de son avenir, moi je pense que les fenêtres de tir pour lui, elles vont être très très réduites. Et que même si aujourd'hui il remplace Stone Mambo pendant 2-3 matchs et que pendant les 2-3 matchs il est irréprochable, je ne suis même pas sûr qu'il conserve cette place-là. Je pense que même dans ce scénario-là, je pense que Stone Mambo revient et récupère sa place. Donc voilà, pas vraiment surpris et très dommage qu'on ne lui ait jamais laissé l'opportunité de s'exprimer sur la durée parce que c'est bien d'avoir 3 matchs en fin de saison où tu es titulaire et où tu joues les 90 minutes. Si t'as pas de continuité pendant toute la saison, que t'as pas de continuité sur le début de la saison d'après, au final, quand t'as 19 ans comme ça et que t'as vraiment besoin de temps de jeu, je suis pas sûr que ça t'aide non plus énormément à prendre en confiance, à progresser et à monter en gamme. Karel, tu fais quoi du coup? Tu le prêtes en janvier, tu le vends si une opportunité se présente, sachant aussi que, Karel, pardon, Kevin a précisé tout à l'heure qu'il était hors des plans, mais que si tu perds un de tes défenseurs axial gauche, t'en as quand même un en stock qui joue plus du tout actuellement,
mais dont tu connais le niveau, qui est Alan Chapchet. Donc tu peux le remplacer déjà en interne et t'es pas obligé d'aller trouver une autre solution ailleurs si jamais il y a départ. Mais moi, j'ai l'impression que, enfin, Alan Chapchet, j'en entends plus du tout parler. Je sais même pas ce qu'il fait, Alan Chapchet, là. Donc, Il enfin, s'entraîne en là, fait, il fait partie du groupe, il s'entraîne au quotidien. C'est juste que le club lui a dit concrètement que il a eu des opportunités de partir, il les a pas saisies. Mais tant il est pis pour quasiment lui. lofté, quoi. Il est Il est enfin lofté, voilà, donc. il est lofté, pas dans le sens où il s'entraîne avec les pros, mais dans le sens où il a peu d'opportunités et de perspectives surtout de jouer, sachant qu'il lui arrive en fin de contrat par contre. Donc il partira quoi qu'il arrive à l'issue de la saison. C'est un jeu dangereux, je trouve. C'est un jeu dangereux. Euh, maintenant, euh, quand tu as un seul joueur qui enchaîne au même poste, c'est un peu ce à quoi tu t'exposes. Dans le sens où si Stone Mambo venait à se blesser, et fait Sarikaya venait à partir, effectivement, il resterait Chapchet, mais ça sera un Chapchet qui n'a pas joué une seule minute de Ligue 2 cette saison, qui a vécu un été difficile. Est-ce qu'il a encore vraiment la tête au GF38? Moi, je doute pas qu'il réussira à se remettre la tête, enfin, en tout cas, qu'il essaiera de se remettre la tête à l'endroit et de se remettre la tête dans le projet GF38, mais ce serait pas facile. Euh, qu'est-ce que je déciderais pour Sarikaya? Honnêtement, je pense que je déciderai en fonction de ce qu'il a envie de faire. Ça fait 2 ans qu'il est au GF38, 2 ans qu'il n'a pas d'opportunité, il a 19 ans, il joue avec sa sélection. Maintenant, t'as jamais été capable de lui faire de la place comme vous l'avez dit. Est-ce que, comme l'a dit Kev, si tu le prêtes et que ça se passe bien pour lui, pourquoi est-ce qu'il aura envie de revenir au GF38? S'il évolue à un niveau similaire, voire supérieur, et que tout se passe bien pour lui, pourquoi est-ce qu'il aura envie de revenir au GF38 où il va avoir encore besoin de se battre pour sa place? Donc voilà, c'est vraiment une situation pas Ça me facile. fait penser à Sandy Payot. Voilà, ouais, on remonte. On remonte bien, mais non, Messieurs, mais est-ce que l'enchaînement des 3 matchs avec donc éventuellement le fait de pouvoir faire un peu plus tourner et est-ce que l'arrivée de la Coupe de France peuvent constituer ou doivent constituer un peu la dernière chance? C'est-à-dire que bah, s'il n'a pas du tout de temps de jeu entre la Coupe et la semaine à 3 matchs, on peut estimer qu'il en aura jamais ou est-ce que pour vous c'est d'ores et déjà mort et il faut passer à autre chose? bah là, s'il a pas de temps de jeu sur cet enchaînement-là, C'est cuit. on peut, Enfin, on peut considérer que moi, c'est fini, honnêtement, effectivement. enfin, je vois pas pourquoi Franck Rizzetto changerait totalement sa ligne de conduite avec lui. Donc je pense que c'est cuit. Il va avoir au pire des bouts de match de temps en temps. Mais je pense pas en tout cas que le club l'a recruté pour ça quand on l'a recruté. Je pense que c'était quelqu'un pour devenir titulaire et de ce qu'on m'a dit, en tout cas en interne, c'était prévu comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a jamais franchi le pas? Ça, bah, seul le staff pourra nous le dire. Mais non, je vois pas d'issue favorable, vraiment. Pour moi, la meilleure issue, c'est de le prêter en janvier, qu'il explose et qu'on le vende un bon billet après cet été. Et puis voilà, parce que malheureusement, je vois pas comment il pourrait faire son trou ici. Et je le regrette. On a fini sur le sujet, messieurs. Pour clore un peu cet épisode de Ding Dong, je vous propose un petit pronostic sur le prochain match, sur je sais pas comment on peut le qualifier, l'Amico. Je me rappelle plus comment on appelait les précédents Red Star. L'Amico, ouais. L'Amico Red GF38, donc un match qui est forcément très particulier pour les supporters. On va pas se mentir, beaucoup moins pour les joueurs, surtout sur le groupe actuel qui a quand même qui est souvent modifié. Il y a des nouveaux qui sont encore arrivés en septembre, etc. Donc je pense pas que ça parle énormément à beaucoup de joueurs. Peut-être Jesse Bonnet éventuellement, voire les anciens Nîmois qui ont un peu de bouteille maintenant au club. Mais en tout cas pour les supporters, c'est un match qui va compter. J'ai vu que les supporters du Red Star avaient déjà communiqué sur un programme un peu commun. Ça c'est toujours très sympa. Je sais pas si les gens seront ensemble en tribune ou pas. Je crois que c'est interdit malheureusement par la ligue, mais en tout cas en Non, pas avant-match, possible. voilà, et en après-match, il y aura pas de souci. Ils feront la fête tous ensemble. Quel est votre petit prono? Est-ce que on est sur une belle équipe du Red Star, hein? On n'en a pas parlé de la suite, mais ça continue d'être un gros mois d'octobre pour le GF38. Est-ce que le GF38 confirme, prend des points, ou est-ce que ça va être compliqué face au Red Star, Kevin? Écoute, moi j'espère un 2-2, des buts, de la fête en tribune, un beau match, et voilà, et un point du match nul pour les deux qui serait pas mauvais, j'ai envie de dire, pour les deux équipes. Donc voilà, moi c'est mon prono, c'est ce que j'espère, un 2-2, surtout un match vivant, autant en tribune que sur le terrain, ça me va très bien. Karel? Moi, j'allais dire match nul aussi, mais ça va pas être marrant si on dit tous les deux matchs nuls. Donc, allez, je vais partir sur le GF. Pas forcément très performant à l'extérieur depuis le début de la saison, mais les points que tu vas chercher, les 4 points que tu vas chercher à l'extérieur, c'est contre des gros de ce championnat. Et le Red Star, sur ce début de saison, est un gros du championnat. Et le Red Star n'a pris que 4 points à domicile en 4 matchs.
Donc pourquoi pas, pour le GF38, continuer sa série d'invincibilité, aller s'imposer d'une courte tête, voilà, 1-0, 2-1, et nous permettre de faire perdurer ce sentiment de positivité naissant. Et moi, je dirais soit 1-1, soit 2-1 pour Grenoble aussi. Je pense qu'on va avoir une configuration de match que les Grenoblois aiment bien, avec des espaces derrière, et ça dépendra un peu de leur efficacité. Je pense qu'ils vont prendre un but quoi qu'il arrive. On concède encore beaucoup, comme on l'a dit tout au long de la soirée. On concède trop encore pour l'instant. Par contre, si on arrive un peu comme à Reims à être efficace et à marquer sur nos opportunités, je pense qu'il y aura des situations. Il faudra pas encaisser le premier but, bien évidemment. Mais je pense que Grenoble a l'opportunité de poursuivre un peu sur sa bonne dynamique du moment. On a tout fini, messieurs. Vous avez un petit mot à rajouter ou on est tout bon? Non, Je c'est pense tout qu'on est bon bon. pour moi. Tout Eh bon ben pour moi écoutez, aussi. Merci à toi, Fred, pour le retour des podcasts. C'est toujours très appréciable. 1h15, ça va, on n'aura pas trop débordé. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout aussi, qui auront mis un petit like, qui auront partagé. Et puis on se donne rendez-vous à très bientôt, messieurs. À bientôt. À Ciao à bientôt, tous. salut, À salut, très ciao. Forza vite. Grenoble. Ciao, ciao.